Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans Facette, un podcast destiné à tous les curieux et curieuses du monde vétérinaire. Bonne écoute! Frédéric, on sort toutes les deux de l'école vétérinaire de Toulouse. La meilleure. Oui, bien évidemment, mais avec un petit peu d'années d'écart quand même. Quelques-unes. Ce matin, on a dit quoi? Entre 10 et 15 ans, quoi. Ouais, Ouais, alors moi, quelque chose comme ça. j'ai fait mes DFV juin 2008 et j'ai ma thèse en juin 2010 parce que nous, on avait un petit peu de temps. Donc voilà, Ouais. compte. 14 ans, Ouais, 15 ans. ouais, 14-15 ans, je Ouais. pense, ouais. Donc moi, je suis encore au stade bébé veto, quoi. Sortie Ouais, d'école. mais c'est beau, les bébés vétos. Toi, ça fait... c'est bon, t'as passé le cap quand même Ouais. depuis un moment. Et j'aurais voulu savoir, est-ce qu'il y a des choses que t'aurais aimé savoir avant ta sortie d'école ou pour ta sortie d'école qui auraient peut-être rendu Les choses plus l'entrée... faciles. Ouais, là, l'entrée dans le monde du travail plus facile, Alors, plus je pense sereine, que déjà, les peut-être. choses ont un peu évolué en 15 ans, heureusement. On nous apprend à être vétérinaire, enfin, on nous apprend à soigner des animaux, et on nous apprend pas à, justement, enfin, en tout cas, moi, on m'apprenait pas trop, à gérer les gens. Parce que même en clinique, en fait, on se retrouvait très vite avec l'animal, et le propriétaire, bah, le pauvre, il était plus ou moins dans un coin. Enfin, on partait avec l'animal pour faire les prises de sang, le machin, ce genre de choses. Et en fait, communiquer avec les clients, surtout, surtout, mais partout, mais nous, on est vraiment des généralistes. Donc, c'est le numéro 1, la communication client. Je dirais, même si je ne suis pas forcément la meilleure des médecins, rassurer les gens. Ce genre de choses, tout ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas eu. Que tu apprends sur le tas. Et il y a quand même une partie, personnelle, où tu as des feelings, ça dépend des gens aussi. Mais ouais, apprendre à gérer les gens, reconnaître les situations de stress. Est-ce que le mec que tu as en face, il t'en veut à toi ou en fait, c'est juste qu'il a peur. Et la façon d'exprimer son angoisse par rapport à son animal, des fois, est un peu violente. Et donc, apprendre à se détacher de ça, ça met un peu de temps. Et si on avait eu peut-être quelques notions, ça serait pas mal. Ça, c'est le gros truc. Et le deuxième gros truc, c'est pareil, si on nous apprend pas à être patron. En fait, je suis gérante d'une entreprise. Alors, je pense qu'il y en a plus aussi maintenant, sauf erreur de ma part. Je pense que vous avez plus de cours que nous là-dessus. Mais être gérant d'entreprise, c'est pareil. C'est des choses que j'ai pas eu. Et là, heureusement que j'ai eu des amis qui ont fait ça avant moi et j'ai pu pomper sur eux. Ça aide bien. Voilà. Ok. C'est les deux trucs que je pense que, ouais. Nous dire qu'on est gérant d'entreprise et nous dire qu'en fait, on travaille avec des gens presque plus qu'avec des animaux, quoi. Est-ce que si t'avais su ça avant de commencer à travailler, le métier de veto t'aurait autant fait envie? Ah, bonne question. Alors, je dirais que j'en avais déjà un peu conscience de manière indirecte, en tout cas la relation clientèle, parce que j'avais déjà vu que c'était effectivement parler aux gens, ce genre de choses, c'était déjà important. Donc ça faisait quand même partie des choses dont j'avais une notion peut-être pas aussi importante, mais dont j'en avais conscience. Le côté patron d'entreprise, là je l'ai un peu découvert après, quoi. mais c'est pas grave, ça fait partie des choses, voilà. Est-ce que ça m'aurait changé? Non, parce que j'ai toujours voulu faire ça, donc j'ai toujours voulu être veto, et voilà. Je suis le cliché de celle qui veut soigner des animaux depuis qu'elle a 5 ans. C'est moi. Et la partie relation client, comment tu l'as apprise? C'est vraiment sur le tas Ah ouais, ou... c'est D'accord, c'est à l'école force de la de vie, côtoyer. quoi. T'en apprends, et t'en apprends tous les jours, et je pense qu'on apprend, donc on continuera d'apprendre. Je me ferai quand même encore avoir sur... voilà, mais ça, c'est pas grave. Non, on apprend tous les jours. Après, ouais, je pense que c'est une question de personnalité. Je parle aux gens, j'ai toujours parlé aux gens. Je pense que ça va pas s'arranger en vieillissant. Mais je peux comprendre que quand on n'est pas à l'aise ou quand c'est pas quelque chose qu'on connaît ou qu'on sait, ça peut être une surprise qui peut être un poil désagréable, quoi. D'accord. Et avoir un soutien d'autres, c'est bien aussi. Tu te serais pas vue travailler seule? Non. Ah, ça, non. Pour cette raison-là ou pour d'autres raisons? Pour cette raison-là et aussi pour le côté responsabilité. C'est-à-dire que, de toute façon, en tout cas, dans le boulot, je suis très sociable. J'ai besoin d'échanger, d'échanger sur les cas, d'échanger avec les gens, de relativiser. Non, j'ai besoin de pouvoir souffler aussi. Donc, non, être tout seul. Je l'ai fait des remplats. J'ai fait OK. Donc, comme ça, j'ai testé et j'ai dit, en fait, non. Et c'est un peu violent de commencer un remplacement de sortie d'école en étant toute seule. C'est ça. Alors, j'ai fait dans le très violent, dans le sens où j'ai fait premier remplat veto sans ASV. Donc, seule. Dans une région, on va dire, en février, il y avait la tempête et je me retrouvais dans une clinique de 100 mètres carrés où je dormais la nuit là-bas. Autant te dire que je faisais franchement pas ma maline et que heureusement qu'il y avait la télé et que je mettais le son à fond.
Quand je partais en domicile, il fallait que je ferme la clinique. Quand j'opérais, t'as personne pour tenir le chien, le chat. J'ai dit, j'ai fait. Je me souviens parce que le veto qui m'avait pris en remplacement, donc c'était mon tout premier emplat, il en avait effectivement pas grand-chose à faire que ça soit mon tout premier emplat. Il voulait juste être sûr que je le plante pas, parce qu'il avait très peur de se faire planter. J'ai compris après pourquoi. Mais ouais, non, c'est vrai que... grand souvenir, ça aussi. Et j'ai dit, ok, prochain remplacement, je prends au moins avec une ASV. C'est vrai que c'est bien. Tu te rends compte que les ASV sont merveilleuses. Ah ouais, et après cette expérience-là, est-ce que tu as travaillé avec des vétos qui ont été des mentors ou t'as pas trop eu ça? Le côté je peux m'appuyer sur quelqu'un, c'est un peu un modèle. Non, j'ai pas eu trop le côté effectivement... Enfin non, mentor, parce que le parcours a fait que, donc veto tout seul. Après, j'ai fait veto avec une ASV. Et après, dans une de mes premières expériences, c'était pour le coup une clientèle d'équines qui avait une canine parce qu'ils soignaient du coup les chiens des propriétaires des chevaux. Mais du coup, j'étais dans mon coin et je faisais ce que je voulais. Donc voilà. Alors après, on apprend sur le tas. Après, je suis de caractère à essayer des choses, à pas avoir trop peur. Même si je suis pas non plus une grande malade, mais non, je suis caractère à essayer de faire les choses et de me lancer. Voilà, c'est vraiment une question de caractère. Mais j'ai pas eu le veto. J'en connais d'autres, effectivement, qui ont eu des vétos avec qui ils ont bossé, machin, qui ont transmis ce genre de choses. J'ai pas eu l'impression d'avoir ce côté de transmission par d'autres vétérinaires. Ok. Non. Tu dirais que ça t'a manqué ou juste t'as fait 100 et puis... Voilà, juste j'ai fait ça. En fait, ça s'est passé comme ça, quoi. D'accord. C'est pas ni une volonté, ni un regret, ni quoi que ce soit. Ça s'est passé comme ça. Et après, les bouquins, ça marche aussi. Donc voilà, c'est moins sympathique. Non, et après, je pense que je fais comme tout le monde fait encore à l'heure actuelle. Hein. T'appelles tes potes de promo. En disant, là, la première fois que je me suis retrouvée sur un SUF, j'ai appelé un pote en disant pourquoi j'arrive pas à sonder, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais mal, et donc du coup, voilà, des conseils par téléphone de potes de promo, mais pas, pas de veto qui me supervisait ou ce genre de choses, non. Ok. Et je crois me rappeler que tu m'avais dit, donc juste avant de travailler en dernière année d'école, tu avais fait une... pas que c'était 5e année, c'était faune sauvage ou... Ça s'appelait un projet personnel. Donc, alors, je sais pas si c'est l'équivalent à l'heure actuelle. La filière NAC faune sauvage n'existait pas. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas une filière que ça. Okay. Donc, je montais un projet. Ma thèse étant effectivement sur l'entraînement médical des éléphants. J'ai fait 6 mois en parc zoologique et 6 mois à la clinique NAC faune sauvage de l'école. Et là, du coup, pour le coup, on était un peu moins encadrés que en canine à l'école. Donc, on pouvait faire pas mal de choses. Et sur la faune sauvage, c'est un peu affreux à dire, mais un pigeon, si j'en tue un, c'est pas un drame international. Donc, on pouvait quand même faire pas mal de choses. J'ai quand même fait des chirosseuses sur des pigeons qui, je pense, je ferais pas ça sur un chien ou un chat. Voilà, il n'y a pas la pression du propriétaire. Oui, c'est pas une espèce menacée. C'est pas une espèce menacée. Pour apprendre, c'est un peu horrible, mais c'est quand même vachement formateur. Et là, la clinique NAC, là-dessus, c'était cool parce qu'on avait évidemment des profs qui étaient là, mais qui nous laissaient une laxité, une liberté de faire. C'était chouette. Donc ça, pour le coup, je pense que ça a été hyper formateur. Et la faune sauvage, ça aura encore un autre délire à la faune exotique, la parc zoologique. C'est un autre monde, ça, mais là, c'est de la médecine de population, c'est gérer, effectivement, la sauvegarde d'espèces, mais il y a aussi, tu peux pas aller soigner un bobo tous les 4 matins, quoi, tu vas pas... Le lion, il s'est fait une plaie, il s'est fait une plaie, quoi, hein, ça cicatrise. C'est un peu plus à la rude, quoi, mais c'est formateur aussi. Et c'est quand même très différent de la canine. Complètement. Donc, comment t'as fait le passage de, en dernière année, t'as fait NAC et puis animaux exotiques? Hop, il a fallu travailler en canine. C'est là où il faut faire des choix avec sa vie perso. Ma vie perso fait que de toute façon, il fallait faire un choix. Donc c'est un choix qui se fait effectivement c'est un choix de couple, hein, clairement. J'ai suivi mon mari qui, lui, est en canine pure. Et puis trouver les places en parc. Il y a 15 parcs zoologiques en France, ils ont déjà 15 vétos, donc c'est un peu la guerre. J'étais pas assez motivée pour, sachant que du coup la canine me déplaît pas, vu que je fais du NAC en plus. Donc j'ai plus dû trouver le premier veto qui m'a fait confiance à m'embaucher en me disant écoute, ça fait 1 an et demi que j'ai pas touché un chien ou un chat, mais par contre j'ai fait d'autres choses que je sais faire, et en fait ça s'est très bien passé, et après on s'y remet. On apprend la médecine canine et ça prend vite quand même. D'accord. Voilà, et après, mais c'est plus un choix de vie, un choix personnel.
que j'ai fait. Je pense qu'on aurait pu choisir autre chose, mais ça s'est passé comme ça et ça me va Parce très bien. que sans ça, et peut-être juste toi, petite enfant jeune, c'était plus l'idée de travailler en parc Ah bah zoologique. moi c'était Dactari, hein. Ok. J'avais, je crois que mes parents l'ont gardé. Je pense que j'avais 7 ans, 7 ou 8 ans en primaire. On avait fait un cahier avec une copine et un copain, donc ouais c'est pas C20, où on avait imaginé un camion avec une remorque camion, donc dans le camion on avait dessiné là où on dormait, donc quand même on avait mis des lits. Et ça, et puis on avait imaginé effectivement une clinique sur roue et on partait en Afrique à 3 soigner les singes et tout. Voilà, donc ce dessin-là, je pense que je l'ai encore. Donc oui, c'était Dactari. Bon, la vraie vie, ça n'existe pas hein, à un moment donné. Mais ouais, c'était Dactari. Après, ça a des avantages. J'ai vu des choses, enfin, j'ai vu et côtoyer des animaux extraordinaires là-dessus. C'est magnifique. Il y a un paquet de travail derrière qui est quand même de la paperasserie monstruosissime là-dessus, parce que dès que tu veux faire un prélèvement, un machin, c'est de l'administratif, ce qui est normal, ce sont des espèces protégées. Mais il y a un côté aussi effectivement frustrant de ne pas pouvoir intervenir ou pas pouvoir faire tout ce qu'on veut, parce que ce sont juste des animaux sauvages à qui tu peux pas faire une prise de sang tous les 4 matins, quoi. Ouais. Je l'ai fait, j'en suis ravie, j'en garde un souvenir magnifique. Après, je suis aussi très contente de mon choix de vie de canine, quoi. Ok. En canine, là, donc dans l'exercice que tu as maintenant, tu dirais que ça t'a mis combien de temps pour être à l'aise, pas stressé avant les consultations, enfin tu vois, être Alors, au stade où ça va. alors, être à l'aise, on n'est jamais, enfin, c'est pas qu'on n'est jamais vraiment à l'aise. Je suis toujours stressée, hein, là-dessus. Je suis toujours stressée de mal faire, de rater un diagnostic, de machin, de passer à côté de quelque chose. Ça, je pense que ça me quittera jamais. Après, être à l'aise avec les consultations, ce genre de choses, ça n'a pas mis tant de temps que ça, je dirais 6 mois, 1 an en fait. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont récurrentes, qui reviennent assez facilement. Et après, quand tu as des cas de médecine, en fait, tu as rarement de l'urgence vitale où tu as courage, tu as 3 minutes, faut que tu prennes les bonnes décisions là tout de suite, sinon ils clament. En général, tu as quand même vachement plus de temps que ça, tu as le temps de te poser, de faire des bilans, des machins. T'es pas à la seconde, quoi. Donc ça permet aussi d'aller chercher dans le bouquin, d'aller voir tes confrères, de dire attends, j'ai ça, qu'est-ce que t'en penses? Puis après, c'est toujours pareil, plus tu vois de cas, plus tu penses attends, moi j'ai eu ça, j'ai vu ci, donc ça peut être ça, voilà. Mais je dirais sur du classique courant, 6 mois, 1 an, ça va assez vite, quoi. Ok. J'aime bien savoir, j'ai posé cette question à plusieurs vétos parce que il y a des réponses différentes. Il y a un petit peu de variation, mais pas énorme, tu vois. J'ai eu du 3 ans, enfin, si en tout cas, mais il faut pas non plus 1 mois. Enfin, disons que ça me fait me dire qu'il faut pas que j'espère que, voilà, en claquant des doigts. Puis après, c'est vrai, c'est pareil, une question par contre, je suis toujours stressée des cas de médecine un peu compliqués. Ça me cogite, ça machin, mais ça, je pense que ça me quittera jamais. De détester faire des gardes, angoissée de ce qui peut arriver, de machin bidule, ça me quittera, je pense, jamais. Ça n'empêche que, oui, pour on va dire la constellation courante, oui, 6 mois, 1 an, je dis. Ok. Et est-ce qu'il y a des motifs de consultation que tu redoutes ou que tu te dis, bon, ça sent mauvais et j'ai pas envie d'y aller, tu vois, un peu. Ah ouais, alors, j'ai une grosse affinité pour la chirurgie, j'ai une beaucoup moins grosse affinité pour la médecine. Dès le va pas bien. C'est le motif le pire, parce que alors c'est même pas maigri, c'est même pas diarrhée vomissement, c'est le va pas bien. Et alors le must, c'est quand il est le va pas bien, c'est pas mon chat, c'est le chat de ma mère, elle m'a dit de venir, je sais pas. Et donc on a juste le chat et 0 comémo. Ça, c'est désagréable. En fait, c'est l'inconfort de pas pouvoir s'orienter. Ah bah là tu pars de... T'as tout. Donc ton examen clinique, bien sûr, ça aide. Voilà, mais il a quel âge? Je sais pas. Ça fait combien de temps qu'il va pas? Je sais pas. C'est long, quoi. Ouais. C'est dur. Donc après, pour peu que le chat soit en plus pas cool et pas manipulable, c'est rigolo. Ouais, ça, j'aime pas. Ok. Mettez-moi une chire, c'est parfait. Tout à l'heure, tu disais que parmi les trucs que tu as découvert sur le tas, il y a le côté patronne, voilà. Et je me demandais, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'associer? Qu'est-ce qui m'a donné envie de l'être associée? Marie. D'avoir trouvé Marie. Disons que là où je suis, mon ancien patron, donc à qui on a racheté, m'avait parlé association à une époque.
Et puis ça s'est pas fait. Je pense que c'était bien que ça ne se fasse pas parce que pour plusieurs raisons. Parce qu'on n'est pas tout à fait dans le même mood, même si on était quand même raccord sur la majorité des choses, mais on n'était quand même pas tout à fait pareil. Après avoir été salarié pendant 4-5 ans avec quelqu'un qui a 20 ans de plus que toi, j'aurais quand même eu cet inconfort de pas me sentir patronne, pas être à la même hauteur que lui, on va dire ça comme ça. D'accord. Que là, là en fait, quand il a décidé de partir et qu'il voulait vendre, moi je lui ai dit ok, je veux bien racheter, par contre je rachète pas toute seule. Et il se trouve que Marie, qui m'a remplacée pendant mon deuxième congé mater, je le sentais bien. Alors c'est pareil, ça je fonctionne au feeling. Et ça s'est bien passé. Donc après j'ai fait un appel du pied très fort à Marie en disant tu veux pas t'associer, Yvan, je veux pas racheter toute seule. Et puis elle a fait son chemin dans sa tête et elle m'a dit en fait je le sens bien aussi. Je pense que je suis associée en grande partie parce que on s'est trouvé. Mais j'ai conscience que c'est une chance, que des associations, ça se passe pas toujours bien. On a fêté nos 3 ans d'association, là. On est raccord. On est raccord sur plein de choses. Même si on a chacun de nos affinités, ce genre de choses, on va dire sur la vision qu'on a de la médecine et du métier de veto est la même. On a les mêmes envies, on a à peu près la même chose dans nos vies perso, tout ça. On est des mamans, machin. Ça se passe bien. Après, on est aussi prévoyante l'une que l'autre, c'est-à-dire que pour préparer un bon mariage, prépare ton divorce. Pour préparer une bonne association, prépare que ça se passe mal. Et du coup, tout est calé, en fait. Tout est clair, tout est calé. Et on a confiance absolue l'une en l'autre, donc ça, c'est cool. Donc j'avoue que c'est ça qui a fait que je me suis associée. Après, j'avais à un moment donné quand même réfléchi à ouvrir toute seule. Et en fait, je crois que j'aurais pété un plomb. Parce que c'est bien de partager la responsabilité et de pouvoir dire attends, moi je fais une pause et vas-y, tu prends le relais et inversement, quoi. Donc, Ok. Est-ce que tu pourrais détailler un petit peu le côté préparer le pire ? Parce qu'on a discuté précédemment du pacte d'associés et tout, mais c'est une notion que moi j'ai eu que récemment, que j'ai entendu. C'est-à-dire que plus tu vas travailler, plus tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui... tu vas l'entendre dans tes potes qui sont vétos, ce genre de choses. Tu as des accidents de la vie, malheureusement, des AVC, des infarcts, des trucs qui font que ton boulot, ça peut mal se passer, que du jour au lendemain, voilà. Cette fameuse pression psychologique qu'on a, ce genre de choses, péter un plomb, c'est tout à fait possible. Et qu'est-ce qui se passe pour l'autre qui reste dans ces cas-là, quoi ? Donc, tu as tout ça. Donc, ça, tu as des prévoyances, tu as plein de choses, tu as des assurances, ce genre de choses. Le cas catastrophe, tu te prends une bagnole, un accident de voiture, game over, t'es enterré. Comment se passe la clinique, qui rachète, qui a les parts, parce que surtout en plus à l'heure actuelle, moi mon mari est en veto, si on n'avait pas séparé le truc quelque part, il pourrait reprendre, on va dire, une part de la clinique, mais Marie n'a pas forcément envie d'être associée avec mon mari. Donc c'est voilà. Non, c'est toutes des choses comme ça. On va dire des choses plus joyeuses. Je gagne au loto, salut, je me casse, ciao, bye, voilà. On peut plus se blairer avec Marie, on a des visions complètement différentes, on se déteste, on se tape dessus, comment on se dissocie. Tout ça, en fait, tu peux le prévoir. Comment ça se passe ? Pareil, les rémunérations, c'est des trucs très cons. C'est moi, ça y est, c'est bon, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'ai envie de travailler à mi-temps. Comment ça se passe ? Tout ça, voilà. Alors, forcément, plus tu vieillis, plus tu vois de choses qui se passent, donc plus tu réfléchis à tous les cas. Je pense qu'on en a réfléchi à beaucoup. Après, c'est de la logique et de la bonne entente. Maintenant, quand tu viens te dissocier, c'est que généralement, t'as pas envie d'être sympa avec l'autre. Donc, si tout est écrit avant, les règles du jeu sont fixées et du coup, il n'y a rien à dire, quoi. Donc, ça se passe mieux. Et le but du jeu n'étant de pas arriver là. Prépare le pire pour avoir le meilleur. Tu disais que ce qui était cool dans votre situation, c'est que vous êtes un peu dans la même phase de vie. Toutes les deux mamans, voilà, à peu près le même âge, voilà. Est-ce que tu penses que c'est quand même possible de s'associer avec des tranches d'âge différentes, presque des générations d'écart ? Alors, ou c'est plus un peut-être inconvénient ? pas sur une structure à 2. Sur des grosses structures, probablement oui, il y a 5-6 associés, des choses, forcément là, voilà. Sur des structures à 2, je trouve que c'est quand même un peu chaud sur le long terme, parce que quand même, globalement, en caricaturant, on a la niaque, on a envie, on bouge, voilà, on a envie de plein de trucs. Peut-être que quand je serai à 65 ans, j'aurai envie d'être un peu plus tranquille, et j'avoue que
peut-être pas me former sur la dernière mode de l'échographie du moment. Voilà, alors que forcément, si tu es avec quelqu'un qui a 20 ans de moins, lui, il a envie de bouger et de investir et ce genre de choses. Je peux concevoir que quand tu es à deux, un décalage d'âge, en tout cas, ça peut être plus problématique. Après, je pense que c'est surtout une question de personnalité. Voilà, mais je pense que sur des grands groupes qui aient plusieurs âges, je pense que ça passe très bien parce que du coup, c'est un peu de l'avis de tout le monde et un peu du plus et du moins de tout le monde, donc pourquoi pas. À deux, ouais, chaud. Et le fait d'être deux à peu près du même âge, vous allez être à la retraite du coup parce que là tu disais non, je suis plus vieille, j'ai 50 plus, je partirai avant. Parce que tu vois, quand il y a quelqu'un de plus jeune ou plusieurs personnes plus jeunes, la reprise elle se fait un peu, la continuité se fait un peu spontanément, alors que là on n'exclut pas ni l'une ni l'autre que dans quelques années, il y a une troisième personne qui rentre et donc potentiellement quelqu'un de plus jeune. Et pour que du coup, je sais pas, peut-être que dans 20 ans, on sera 4 et que du coup, on pourra partir plus tranquillement en laissant nos parts à ceux qui restent. Et voilà. C'est pas du tout exclu. Là, à l'heure actuelle, c'est pas le sujet, mais on l'imagine bien. En tout cas, une troisième personne, oui. Et une quatrième, j'en sais rien. Ça va dépendre de l'activité, ça va dépendre de tout ça. C'est aussi tout ça, mais c'est pas du tout exclu. Est-ce que c'est ce niveau de projection-là qu'il y a dans le pacte d'associés ? Est-ce que c'est à ce point-là qu'il faut penser aussi loin que ça qu'il faut penser ? Non, c'est qu'on n'en est pas là. On a juste mis dans le pacte d'associés que... parce que c'est pareil, tu vois, dans les trucs qu'on n'avait pas réfléchi au tout départ, c'est que pour des associations où il y a plusieurs personnes et dont des personnes plus proches de la retraite, en fait, il y en a qui... Enfin, tu n'es pas obligé de partir à la retraite, à l'âge de la retraite. Si tu as envie de continuer de travailler, tu peux continuer de travailler. Et donc, du coup, le truc, c'est que quand tu as 67, 68 et que les autres, ils veulent quand même dire, bon, c'est bon, on dit rien parce qu'il lui reste encore un an à faire. Et en fait, que celui qui devait partir à la retraite ne part pas à la retraite, c'est des choses qui peuvent... ça tend, des fois. Ouais. Ça peut créer des tensions. Donc là, clairement, on a mis dans le pacte de retraite que à l'âge légal de la retraite, on prend notre retraite. C'est-à-dire que si on veut la prendre en anticipé, on peut. Mais par contre, au plus tard, on part à l'âge légal de la retraite. Je dirais, aujourd'hui, c'est pas du tout mon intention. Peut-être que dans 10 ans, j'aurai une foi révélatrice qui me dira que j'ai plus d'enfants, que je sais plus quoi, je m'ennuie, j'ai envie de bosser à fond et que je voudrais pas partir à la retraite. Non, je pars à la retraite à l'âge légal de la retraite. Non, ça c'est noté, tu vois, dans le pacte d'associés. Le rachat des parts, oui, c'est-à-dire que c'est noté que si je mets en vente, Marie a forcément le regard sur celui qui va racheter mes parts, puisque Marie devra travailler avec la personne qui va racheter mes parts. Inversement, évidemment. Oui. Et si personne ne rachète, Marie doit me racheter les parts à un tarif qui est fixé aussi. Donc, comme ça, moi, je suis sûre de pouvoir partir. Et Marie, elle est soit sûre d'avoir toute la clinique pour elle, soit sûre de travailler avec quelqu'un qui lui convient. C'est pareil, ça marche. Donc, effectivement, c'est toujours dans les deux sens. Donc, oui, ça, c'est prévu. Après, je pense qu'effectivement, la logique voudrait que... Je pense que peut-être que dans 20 ans, on aura une troisième personne, ou j'en sais rien. Enfin, je l'imagine assez facilement. Ok. En même temps, 20 ans, c'est dans super longtemps, quoi. C'est ça. On a le temps de voir, on avisera. Ouais. Et après, un pacte, ça se corrige, ça s'adapte. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, les choses changent. Là, tu disais, en 15 ans, le monsieur, il a quand même changé, même les études et tout. Et est-ce que entre donc il y a 15 ans et maintenant, tu préfères exercer comme tu le fais maintenant ou tu préfères ton métier d'avant ? Non, je préfère exercer comme je suis maintenant. Parce que du coup, je fais ce que je veux vu que je suis patronne. Je suis libérale. Non, okay. J'ai la structure qui me convient. C'est-à-dire que j'ai fait des remplats à plusieurs endroits. J'ai testé des choses où ils ont, on va dire, un peu plus, on va dire CHV, enfin en tout cas clinique de référé, où ils ont des trucs un peu plus de grande médecine. Je suis profondément une généraliste de campagne. Ça me va après, hein. Moi, me foutre la pression sur faire de l'endocrino, des machins. Voilà, je dis pas que je fais pas que de la base. Enfin, on s'amuse, hein, la preuve, on fait quand même des choses un peu sympas, aussi bien en chir qu'en médecine. Mais par contre, je suis profondément une véto généraliste, quoi. Une bonne généraliste, mais une généraliste. Alors, c'est sûr qu'il y a une frustration, hein, des fois, d'avoir le mec qui te dit « Oh, on fait juste une piqûre, on verra ce que ça passe. » Mais ça me va bien, je suis généraliste. Ok. Donc ce serait pas ça vraiment qui serait les parties frustrantes de... Enfin tu dirais... Parce que tu dis que bon, c'est une frustration un peu à prendre quoi. Enfin ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc et après ça fait aussi... c'est pas parce qu'on est à la campagne... Ok, les gens ils ont une mentalité qui est peut-être pas la même, mais en même temps ils adorent leurs animaux et ils ont les moyens qu'ils ont et donc toi fais ce que tu peux faire avec ça quoi.
et on va pas forcément se lancer dans le bilan 18, l'endoscopie, le scan et le machin. Fait avec les moyens du bord, et puis on arrive souvent à trouver. Et après, ce qui n'empêche pas que quand ça va pas, on explique aux gens que là, sur ce moment-là, ça y est, on a fait ce qu'on pouvait faire. Ça nécessiterait une endoscopie, ça serait intéressant d'aller faire une biopsie, ça serait intéressant d'aller faire un scan, et on réfère à la ville d'à côté. Mais c'est très bien, quoi. Ok. Mais la clientèle que tu as là, elle convient bien à... Ça me convient bien. Ouais, à ce que tu dis d'être veto généraliste. C'est ça, c'est dans ça, le fond, quoi. Voilà, c'est une veto généraliste, campagne périurbaine, très bien. Ok. Bon, c'est chouette. Je crois que j'ai fait le tour des questions que j'avais. Oh, merci d'avoir discuté avec moi. Pas de souci. Et puis, à suivre. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu ou qu'il a suscité une réflexion, l'espace commentaire est ouvert. D'autres épisodes de ce podcast sont d'ores et déjà disponibles.